Place à présent à une exposition qui vient d'ouvrir ses portes à Paris, à la Maison de la Culture du Japon. Une exposition qui rend hommage à l'un des plus grands maîtres de l'animation, Isao Takahata, cofondateur du célèbre studio Ghibli. Le conseiller scientifique de cette exposition est avec nous, Ilan Nguyen. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Vous êtes l'un des plus fins connaisseurs au monde, en fait, de l'animation japonaise. Est-ce que l'animation serait aujourd'hui l'art qu'il est reconnu dans le monde entier sans Isao Takahata? Sans doute pas. Enfin, en tout cas, on peut imaginer que ce serait radicalement différent. Lorsqu'il fait ses débuts en animation dans les années 60, le modèle dominant, c'est celui bien sûr, des studios Disney, disons des cartoons d'un côté, et puis ce qu'a fait Disney avec ses longs métrages. Et ce que fait Takahata, c'est qu'effectivement, d'une certaine manière, il invente le réel en animation. Il montre quand le dessin animé peut traiter de sujets tragiques, de sujets sociaux, de sujets politiques. Et donc, il ramène l'animation vers le réel. On va parler dans un instant du fameux studio Ghibli. Mais un mot d'abord sur le début de la carrière de Takahata. Moi, j'ignorais tout avant de voir cette exposition de sa curiosité pour les œuvres occidentales et en particulier pour la littérature française et notamment les œuvres de Jacques Prévert, le poète, mais aussi le scénariste et notamment dans La Bergère et le Ramoneur dont il a écrit le scénario et qui aurait donné envie à Takahata de se lancer dans le dessin animé. C'est vrai, ça? Tout à fait. Takahata, en fait, de par sa génération, fait partie de ceux qui ont découvert le monde via le cinéma après la Seconde Guerre mondiale, et notamment le cinéma occidental qui revient au Japon après la guerre. Et parmi ces productions de cinéma, il y a effectivement les cinéastes français, André Cayatte, Julien Duvivier, Marcel Carnet, etc., René Clément. Et parmi eux, donc, il découvre le travail de Prévert comme scénariste et dialoguiste, en parallèle de son travail comme poète, et c'est dans ce contexte qu'il découvre La Bergère et le Ramoneur, le film de Paul Grimaud, que Prévert a scénarisé, et ce film va être une révélation pour lui, il va étudier ce film sous toutes ses coutures, et c'est ce film qui va lui donner l'envie de devenir à son tour réalisateur de dessin animé. Et cet intérêt pour les œuvres occidentales, je pense notamment à Heidi, là aussi, j'ignorais que c'était Takahata qui se trouvait derrière ce dessin animé qu'on a tous regardé pendant notre enfance, qui se déroule en Suisse, cette petite fille, fille de berger, maîtresse chevrière. Voilà, comment il en est venu à s'intéresser à cette petite fille en Suisse? Le Japon produit des adaptations de récits occidentaux de façon très importante à cette époque-là. Mais c'est vrai que le projet de Heidi est un peu une révolution. On leur propose de travailler sur ce texte, sur une série annuelle, 52 épisodes, un texte qui n'a aucune dimension fantastique, il n'y a rien de ce qui forme a priori le terreau pour l'animation. Et Takahata décide effectivement de mettre en scène cette série pour proposer une redécouverte du quotidien, un réenchantement du quotidien, la magie de l'ordinaire, disons, avec l'aide de Miyazaki, bien sûr. Et donc, le fait pour eux de traiter de ces contextes culturels étrangers, c'est un vrai travail ethnographique. Il y a vraiment une dimension d'anthropologie culturelle. Ils vont sur place, ils font des repérages, et ils nourrissent leur création animée, leur représentation, à un degré de justesse tel que, lorsque cette série a été diffusée un peu partout en Europe, on a longtemps cru qu'elle avait été produite en Europe, en fait, alors que eux, effectivement, l'avaient produite à l'autre bout du monde. Vous avez prononcé le nom de Hayao Miyazaki. C'est avec lui, en 1985, que Takahata crée le studio Ghibli. Et là, on arrive dans une période où il s'intéresse directement. Là, on oublie un peu le côté occidental et on se lance dans le Japon avec sa culture, sa mémoire collective. Et on a notamment Le Tombeau des Lucioles, Pompoko, des sujets où la culture japonaise est pleinement impliquée. Oui, tout à fait. Alors, après avoir travaillé pendant à peu près une décennie sur des contextes étrangers, en étudiant ces différents contextes, Takahata parvient à une sorte de limite. Il se dit, on ne peut pas aller plus loin, il y a des contradictions entre s'adresser au public japonais en décrivant des cadres étrangers qu'on essaye de représenter de manière juste, et se dit pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avec notre propre contexte culturel. Donc à partir du tournant des années 80, Takahata se recentre sur le Japon, et effectivement s'attache à décrire la vie des petites gens, la dimension sociale, l'histoire, en fait, la vie des Japonais, en particulier entre la fin de la guerre et l'époque contemporaine, avec notamment, bien sûr, Le Tombeau des Lucioles, qui reste un film, je pense, sans équivalent au monde, en 1988, qui est une sorte de soleil noir du film sur la guerre à travers le monde. Et justement, après, il y a les années 90, les années 2000, et là, Takahata renouvelle sa manière de faire de l'animation. On a alors un style qui évoque l'aquarelle, mais il utilise tout de même, il est dans son temps, une technologie numérique, mais qui est capable de préserver le trait dessiné à la main. Tout à fait. Au moment de passer au numérique, donc de passer de l'analogique, donc des cellulos qui étaient gouachés à la main, vers un travail de colorisation, donc c'est-à-dire de mise en couleur numérique, Takahata retourne effectivement cette prouesse technologique qui est en cours d'installation pour
au contraire redonner pleinement sa place au coup de crayon. Le dessin animé sur cellulo au sens classique était contraint pour des raisons techniques, effectivement, à des traits de contour uniformes qui délimitaient des zones fermées où on allait ensuite appliquer de la couleur, là aussi des aplats de couleurs très uniformes. Lui, il était un peu frustré par cette dimension très standardisée, et c'est notamment l'œuvre d'un cinéaste. Voilà mes voisins Liyamada qu'on voit derrière nous. Et donc c'est l'inspiration de Frédéric Bach, un grand réalisateur donc, au Canada, qui l'inspire pour amener effectivement, retrouver ce rendu qui est la spontanéité, la vie du tracé, et essayer de sortir effectivement de la surcharge d'informations pour stimuler en fait l'imagination du spectateur. Ilan Nguyen, dernière question. Vous avez eu l'occasion de les côtoyer, ces plus grands, Isao Takahata, Hayao Miyazaki. Quelle était la relation entre ces deux hommes? Est-ce qu'il y avait une rivalité ou au contraire une camaraderie génératrice et source de créativité? Il y avait les deux en fait. Ils ont commencé au départ par travailler pendant une quinzaine d'années main dans la main, vraiment dans une collaboration des plus étroites sur le plan créatif. Ils se comprenaient de façon vraiment très intime et ils avaient le même objectif. Et puis au bout de 15 ans, leur chemin commence à diverger légèrement. Ils continuent à travailler ensemble en se produisant l'un l'autre, en se soutenant l'un l'autre. Et puis après cette décennie de plus, leurs chemins vont s'éloigner encore davantage, leurs préoccupations et leurs approches. Et donc ils sont restés amis. Ils avaient Takahata, et Miyazaki encore aujourd'hui a une très grande admiration pour Takahata, mais ils connaissaient aussi leurs défauts mutuels. Ils avaient des reproches à se faire, etc. Merci beaucoup Ilan Nguyen d'être venu nous parler donc de cette exposition sur Isao Takahata et son travail. C'est à voir jusqu'au 29 janvier au Musée de la Culture du Japon à Paris. Merci d'avoir suivi ce journal.